Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. 2 h 05 de discussion téléphonique. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé en fin de journée hier 19 mai. Les deux dirigeants s'appelaient par leur prénom et aucun des deux ne voulait raccrocher selon Ouchakov, le conseiller diplomatique de Poutine. Un coup de fil qui arrive dans la foulée de négociations entre Kiev et Moscou à Istanbul, qui n'avaient pas encore débouché sur un cessez-le-feu tant espéré. Alors pour en parler, nous recevons Raphaël Auclair, enseignante et chercheuse en études russes, qui a récemment collaboré avec le colonel Pierre de Jong pour publier Poutine Lord of War aux éditions Mareuil. Raphaël Auclair, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de votre présence ici, d'avoir répondu présente à l'appel de Choc du Monde. Ces négociations Trump-Poutine semblent déterminantes. Alors je vous propose, Raphaël Auclair, d'écouter ce que le dirigeant russe en a dit après avoir raccroché avec son homologue américain. Il a annoncé un mémorandum relatif à un éventuel accord de paix futur. Écoutons-le. Коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более 2 часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса. Un mémorandum donc relatif à un éventuel accord de paix futur. Cet accord doit définir un certain nombre de positions, les principes et le calendrier d'un éventuel accord de paix éventuel. Raphaël Auclair, y croyez-vous ? Je crois ce que je vois en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. On est vraiment dans une sorte d'accord fiction avec certains cadres qui sont même inconnus. Donc la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a un nouveau dialogue qui est renoué. Il y a eu quand même 3 coups de fil, c'est le 3e, entre Trump et Poutine depuis l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Donc c'est déjà, officiellement, effectivement. Donc il existe un contact, ce qu'on pourrait appeler une ligne rouge. Elle fonctionne bien, c'est déjà un bon signe. Ça permet effectivement d'éviter l'escalade, de maintenir l'intensité du conflit sous un certain niveau. Mais je pense que c'est quand même beaucoup de ce qu'on appelle de l'ordre des gesticulations et qu'il ne va pas se passer grand-chose. J'ai écouté ce matin, l'intervention de Ouchakov, justement, le conseiller spécial de Poutine, qui parle pendant 5 minutes, mais c'est creux, il n'y a rien du tout dans ce qu'il dit. C'est des bonnes intentions, des formules un petit peu toutes faites, mais il y a absolument rien. Mon avis, c'est qu'ils n'ont absolument pas avancé. Au moins, ils discutent, et c'est déjà ce qui est positif. C'est le grand paradoxe, on n'entend pas grand-chose, et puis de l'autre côté, il y a quand même eu 2 h 05 de discussion, visiblement. Donc on peut supposer que c'est substantiel, mais c'est resté dans le secret des dieux. Je pense qu'ils sont d'accord pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que, et ça s'est vu notamment lors des discussions à Istanbul, les 2 délégations n'ont pas du tout le même objectif. L'objectif de la délégation ukrainienne, c'est d'obtenir un cessez-le-feu, et qui est soutenu d'ailleurs par les Européens et le président Trump. Tout est centré sur ce cessez-le-feu. On va le voir pourquoi. Parce que, en fait, l'enjeu, le Graal, en fait, dans ces négociations, qu'est-ce que tout le monde veut ? C'est du temps.
Tout le monde a besoin de temps. C'est vraiment la ressource essentielle. Je vais le détailler ensuite. Mais voilà, c'est pour gagner du temps. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, on le sait bien, sont acculés. Ils sont en grande difficulté sur le terrain. Et ils ont besoin d'une sorte de répit stratégique pour se remettre en ordre, etc. Ça ne va évidemment pas leur permettre une victoire, mais au moins ils vont pouvoir un petit peu être réarmés, se remettre en place, etc. Et c'est précisément pour cette raison que les Russes ne veulent pas du tout de ce répit, parce que justement, ils comprennent parfaitement que ça va aider les Ukrainiens à se réorganiser, à être plus opérationnels. Et d'ailleurs, ils en ont fait l'amère expérience lors à 2 occasions, lors des accords de Minsk, où à chaque fois, les trêves n'ont servi que à fournir de nouvelles armes à l'Ukraine, donc à se renforcer, et également pendant les accords d'Istanbul d'il y a 3 ans. Donc voilà, c'est déjà éprouvé par 2 fois, voilà, de 2022, et donc c'est éprouvé par 3 fois, et ce que veulent les Ukrainiens, c'est précisément ce dont ne veulent pas les Russes. Alors, Trump, de son côté, a exulté sur son réseau social. Comme on toujours. le connaît. Il s'est évidemment réjoui de négociations directes entre Kiev et Moscou, en vue donc de ce cessez-le-feu que tout le monde espère sans le vouloir, si j'ai bien compris. Juste avant donc la rencontre, hier 19 mai, J.D. Vance, le vice-président américain, avait déclaré être conscient d'une impasse. Sommes-nous toujours face à une impasse, selon vous, 24 heures plus tard? Vous avez l'air de dire oui, Raphaël Leclerc. Peskov a dit quelque chose après son grand patron, Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a aussi souligné que la Russie n'était pas si pressée, je le cite. Il est clair que tout le monde veut le faire aussi vite que possible, mais le diable est dans les détails, a-t-il précisé. Confirmez-vous ça? Le diable est dans les détails pour la partie russe. Comme toujours. Et surtout, le diable serait pour la Russie, justement, dans ce cessez-le-feu auquel n'a absolument aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de la Russie, et c'est vraiment ça, on peut pas reprocher aux Russes leur manque de cohérence, parce que depuis ce qu'on appelle l'ultimatum de décembre 21, où la Russie avait formulé, Poutine lui-même avait transmis au département d'État américain des propositions. C'était Karen Donfried à l'époque, qui était secrétaire d'État aux États-Unis, et il avait transmis le 15 décembre 2021 des propositions pour des garanties de sécurité. Donc, je les rappelle brièvement. Il y avait la renonciation par les États-Unis à créer des bases militaires dans l'ancien espace soviétique. Il y avait également le renoncement à l'élargissement de l'OTAN, en particulier à l'Ukraine, puisque c'était ça qui était dans la ligne de mire. Le retrait même des anciennes bases construites par les États-Unis dans les pays qui ont intégré l'OTAN depuis 1997. Donc bon, ça c'était le document de départ, ça aurait fait l'objet de négociations évidemment. Le retrait des missiles nucléaires disposés hors des États-Unis. La renonciation, en fait, tout ce qui était les zones de friction où les Russes sentaient un petit peu qu'on mordait sur leur zone d'influence, par exemple les bombardiers militaires en mer Noire, le survol par les vaisseaux militaires en mer Noire, les bombardiers, les survols. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rappelle, en 1955, il y avait les accords entre Khrouchtchev et Eisenhower. C'était, moi, je le compare très souvent pour moi. Poutine a énormément de liens en commun de points communs avec Khrouchtchev. Bon, ce serait l'objet d'une autre discussion, mais pour moi, voilà, il a énormément de points communs. Et c'est vrai qu'on voit un petit peu les mêmes exigences. Il y avait donc en 1955 les accords Open Skies, donc ciel ouvert, lors des accords de Genève, entre Eisenhower et Khrouchtchev, et c'était justement l'idée de créer une zone de contact qui soit assez fluide, désarmée, neutre. En fait, c'est exactement ce que demandent les Russes depuis le début. Il y avait également donc l'absence d'ingérence des États-Unis dans les pays d'ancienne Union soviétique, évidemment, voilà, suivez mon regard, l'Ukraine. Donc c'est toujours, voilà, c'est d'avoir une ligne de contact apaisée où ils ne sentent pas la pression de l'ingérence et surtout du soutien militaire américain. Et on en est toujours là, et c'est toujours ce que Poutine appelle коренные причины, c'est-à-dire les causes profondes du conflit. Donc à la limite, la délégation russe arrive à Istanbul pour discuter avec Zelensky, avec leur contrepartie ukrainienne, puisque finalement
Poutine n'a pas donné suite à la proposition de Zelensky de se rencontrer en personne. Donc on a les deux parties qui finalement n'ont pas du tout les mêmes objectifs. L'Ukraine qui veut une pause et les Russes qui arrivent et qui disent non mais nous on veut vraiment une paix durable. Donc c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas. Et pour les causes profondes. Alors Zelensky, que vous mentionnez, a affirmé à la suite de la discussion Trump-Poutine ne pas avoir de détails sur un éventuel mémorandum avec la Russie, mais bon, évidemment il s'est dit, en tout cas en façade, prêt à étudier l'offre russe. Par contre, il a dit une chose intéressante, il n'accepterait pas de retirer son armée des régions qu'elle contrôle déjà en ce moment, ce qui n'est pas très surprenant bien sûr, mais cela relance une information qui avait circulé après les négociations d'Istanbul la semaine passée. Selon CNN, la Russie avait demandé, encore une fois à Istanbul, que l'Ukraine cède des territoires qui sont encore sous contrôle de Kiev, en gros, les 4 oblasts dans leur intégralité, oui. Puisque Moscou contrôle à peu près 70% de ces oblasts. Cela avait confirmé des propos de J.D. Vance, qui l'avait évoqué dès le 8 mai sur Fox News. Est-ce une option valable pour les Occidentaux de manière générale, Trump, les Européens, évidemment Zelensky ne le veut pas, mais peut-on envisager cet abandon de territoire aujourd'hui occupé par l'Ukraine ? Par l'armée ukrainienne. Pour les Russes, étant donné qu'il y a eu un référendum qui a été mené dans ces régions, la population a officiellement souhaité son rattachement. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai un ami qui est là-bas, qui habite à Donetsk. Quand je lui demandais comment est-ce que tu te sens ukrainien ou russe, lui me disait mais je me sens russe. Du Donbass, voilà, c'était sa réponse. Alors bon, je ne dis pas qu'il parle pour tous, mais disons que ça fait partie des sensibilités de cette population qui est russophone et qui n'a pas du tout l'intention de renoncer à sa culture, à sa langue, pour se fondre dans le moule clairement anti-russe, comme on dit, qui a tendance à désoviétiser, dérussifier complètement ces populations pour qui c'est leur culture, c'est leur langue maternelle. Donc, à mon avis, pour les populations comme pour la Russie, ça fait partie des choses non négociables, c'est-à-dire il est évident que la Russie veut garder ces régions. Alors après, la question, est-ce qu'elle va pousser jusqu'à Odessa ? Oui, parce qu'à Odessa aussi, alors bon, après c'est toujours pareil, j'ai vu plusieurs micro-trottoirs et d'ailleurs il y avait des Ukrainiens qui étaient venus là où j'habite suite à l'invasion et qui me disaient que pour eux ils en avaient à la limite peu leur importer d'être russe ou ukrainien parce qu'ils parlaient russe tous les jours et d'ailleurs une me disait que depuis l'interdiction des musiques russes, parce que tout est interdit, les médias russes, les musiques russes, les télés russes, ça lui manquait, parce que ce qui montre quand même de fait que c'était une part de son identité. Donc est-ce que la Russie va pousser jusqu'à Odessa ? Après, tout dépendra de la réalité du terrain. Nous allons revenir là-dessus, parce que justement, donc, en fait, en toile de fond de ces tractations médiatico-diplomatiques, il y a cette situation militaire qui est défavorable à Kiev, de facto. Je vous propose, Raphaël Auclair, de faire le point là-dessus, sur ces déclarations sur le front. Les gains territoriaux russes ont quintuplé en 3 jours par rapport aux valeurs du dernier mois, a confié un officier français au Figaro le 15 mai. Avec les beaux jours, la pression russe se fait en effet plus rude, notamment dans le Donbass vers Pokrovsk, Konstantinovka et dans la ville de Tchassov-Yar. C'est d'ailleurs dans celle-ci que se livre le plus long combat urbain depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens flanchent, estimait un autre officier français. La résilience du système ukrainien semble désormais peu en capacité d'absorber les chocs successifs, en cause la quasi-absence de réserve en cas de brèche. De quoi faire redouter à Kiev et ses alliés une vaste offensive. Selon des militaires américains cités par CNN le 15 mai, même une poussée russe vers la capitale ukrainienne ne serait plus à exclure. Alors une vaste offensive, Raphaël Auclair, y croyez-vous ? Est-ce une option valide, valable, alors même que il y a des négociations qui sont en cours à Istanbul ou entre Washington et Moscou directement, entre Trump et Poutine. J'ai envie de vous demander, en référence évidemment au titre de votre essai, Poutine est-il en fait à ce point un seigneur de guerre ? Alors oui, il est effectivement maître d'une machine de guerre absolument phénoménale qu'il a construite à partir des années 2013. Alors bon, nous, dans le livre, on parle beaucoup de Wagner, qui a été vraiment le bras armé de la Russie, à la fois
au service des intérêts russes, mais ce qu'on appelle avec empreinte légère, donc permettant d'intervenir sur des terrains en défendant les intérêts russes sans emporter non plus, sans assumer la responsabilité et voilà la marque claire de Moscou. Donc c'est beaucoup plus souple. Donc effectivement, on voit que Poutine a clairement mené une politique à la fois diplomatique et militaire tous azimuts, a commencé bien sûr par la guerre en Ukraine, où il a lancé toute une économie de guerre. Bon, je ne vais pas revenir dessus, voilà, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, il y a vraiment une guerre extrêmement intense qui est menée. Concernant le front, moi, je ne crois pas à un effondrement du front, parce que, certes, la Russie a fourni un effort considérable. Il y a énormément de recrutements constamment, puisque ce sont des recrutements par contrat. D'ailleurs, quand j'étais à Moscou, on voit partout des affiches, toi, pratiquement comme à l'époque soviétique, toi rejoins les contracteurs russes, etc., en présentant tous les avantages, l'aventure, l'argent, l'honneur, etc. Donc, et ça marche très bien. Il y a énormément de recrutements tous les mois. Donc, l'armée russe est extrêmement renforcée. Pour autant, il ne faut pas nier que du côté ukrainien, les Ukrainiens sont extrêmement bien équipés en drones. Il y a carrément une parité en drones ukrainiens et russes, voire une supériorité du côté ukrainien, en particulier pour les drones navals. Et notamment en mer Noire, les drones navals ukrainiens mènent vraiment la vie dure à la flotte russe. Et pour l'instant, les Russes commencent à peine à développer les drones navals, donc ils sont en retard là-dessus. Les premières usines ont ouvert. Donc il y a vraiment une très grande solidité du côté ukrainien, et des personnes que j'ai rencontrées à Moscou lorsque j'y étais en janvier et qui étaient sur le terrain m'ont dit que les Ukrainiens sont extrêmement bien équipés, ils tiennent bien les lignes de front. Et bon, alors des fois effectivement ils reculent sur certaines positions, mais dans les positions plus éloignées, ils ont notamment des abris pour le repos, etc., qui permettent de tenir vraiment à long terme, et en particulier avec l'utilisation de drones. Et récemment, on a parlé aussi beaucoup des drones filaires, vous savez, qui sont une avancée, puisque effectivement vous avez un fil qui va jusqu'à 20 km, c'est sur une fibre optique, et ça permet de déjouer les problèmes de brouillage qui ont commencé évidemment dans la surenchère tactique à créer des problèmes dans l'emploi des drones. Alors maintenant il y a des problèmes parce que les fils se prennent des fois dans les arbres, donc ça nécessite une formation particulière, mais ça n'arrête pas, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours une surenchère, une action, et les drones permettent vraiment de tenir la ligne de front, auxquels s'ajoutent effectivement les SMP, les sociétés militaires privées du côté de l'OTAN, qui emploient beaucoup de contractants. En particulier, il y a eu beaucoup de Polonais, et maintenant aussi on trouve beaucoup de personnes de ressortissants d'Amérique du Sud. Pour répondre donc au problème, j'ai envie de dire RH, mais en tout cas de réserve potentielle du côté ukrainien. Oui. Revenons sur un aspect des discussions entre les Américains et les Russes, si vous le voulez bien, Raphaël Leclerc, parce que Ushakov, mais aussi Donald Trump, ont évoqué l'intérêt que la Russie et les États-Unis pourraient avoir à renouveler leurs discussions, à normaliser leurs relations. La Russie souhaite effectuer des échanges commerciaux à grande échelle avec les États-Unis, a écrit Donald Trump, pour... Une fois que le bain de sang sera terminé, il y a cette espèce d'incitation commerciale. Et puis, évidemment, il y a le spectre des sanctions qui a été évoqué maintes fois depuis quelques jours. Trump a évoqué ces sanctions, Macron a évoqué ces sanctions, Zelensky a évoqué ces sanctions. On a bien entendu parler des tanks et des avions, mais on a aussi l'impression que les sanctions, c'est cette espèce de Wunderwaffen, d'armes fatales que sortent à chaque fois les Occidentaux face à la Russie. Est-ce encore crédible 3 ans après les premières, d'ailleurs ce n'était pas les premières, mais en tout cas après toutes ces sanctions qui ont été imposées à la Russie par l'Occident? Non, évidemment. Et puis on voit que finalement ils proposent les sanctions parce que c'est tout ce qui leur reste, et encore même les sanctions ne fonctionnent pas, puisqu'on a vu que malgré les 17 paquets de sanctions, le 17e est en cours. Voilà, le 17e qui se succède, ça n'a pas du tout entravé les Russes. Alors il faut pas non plus nier que évidemment ça pèse, mais ça pèse à la marge. Et ce que me disait un ami qui est journaliste et qui spécialiste des questions de défense qui est à Moscou, il faisait remarquer très justement que, paradoxalement,
C'est un petit peu comme le principe, un petit peu comme l'amélioration des tanks, vous savez. À chaque fois qu'on met une pression sur la Russie, finalement, ça la contraint à s'améliorer. Et alors, c'est vrai qu'au début, par exemple, de la guerre, c'était catastrophique. Après, petit à petit, voilà, l'organisation militaire s'est améliorée. Et on a la même chose au niveau des sanctions, finalement. Alors, évidemment, les Russes en rajoutent un peu. Il y a quelque chose de culturel aussi. Oui. Oui, tout à fait. Une faculté d'adaptation. Oui, une faculté d'adaptation, une souplesse, d'ailleurs, qui n'existait pas. On a reproché beaucoup à l'Union soviétique d'être rigide, et c'est vrai que ça fait énormément de tort à l'Union soviétique d'être un peu coincée dans son dogme et dans son fonctionnement obsolète. Mais en revanche, la Russie actuelle est extrêmement pragmatique, et c'est ce qui nous manque un petit peu en Union européenne. C'est nous maintenant qui sommes devenus dogmatiques et obsolètes, et on voit que ça marche pas. Vous qualifiez Poutine dans votre bouquin non seulement de seigneur de guerre, mais aussi de maître des horloges. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, justement, je voudrais parler du temps. Il faut voir que vraiment, l'enjeu de toutes ces négociations, c'est le temps. On pourrait dire que c'est un petit peu à la recherche du temps perdu. Si on voulait faire un petit clin d'œil, mais pourquoi ? Parce que c'est vrai que si on commente ces négociations comme ça au fil de l'eau, il n'en ressort rien de décisif. On voit Witkoff, l'émissaire spécial de Trump, qui fait des allers-retours. On voit les négociations qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, les rencontres, les coups de téléphone. Donc ça paraît extrêmement opaque et on ne voit pas où ils veulent en venir. Et pour cause, c'est parce que on se trouve, en fait, on a changé de mode de temporalité. Alors c'est vrai que, pour faire un parallèle, il y a Jacques Le Goff, donc le grand médiéviste, qui parlait du temps des banquiers et du temps de l'Église. Donc il avait fait toutes ses recherches sur une différence une sorte de charnière, de perception du temps, tout à fait, qui modifiait complètement à la fois la perception de la réalité et du coup l'organisation même de la société. À l'époque, c'était en France au Moyen-Âge. Et il se trouve la même chose. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'observateurs sont un petit peu déroutés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bonne grille, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est passé d'un temps extrêmement continu, organisé, dans le cadre des systèmes, puisqu'on était dans le cadre du système avec le système de l'ONU, le système de la charte de l'ONU qui date de 1945, donc depuis 80 ans. Donc autant dire que tout le monde aujourd'hui est né dans ce système et a grandi, donc c'est la grille classique. Un système que je qualifierais de beaucoup plus étiré, voire déchiré. Alors, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un temps extrêmement ramassé. Alors moi, j'appellerais ça un peu le temps des gladiateurs. Alors c'est comme ça, ce sont des sortes de combats qui se livrent comme ça d'une manière extrêmement spectaculaire dans l'instant. Évidemment, on pense à ce qui s'est passé au Bureau Ovale, d'ailleurs, comme ce qui ressemble un peu à un Colisée. Et d'ailleurs, entre Zelensky et Trump, c'était vraiment un combat de gladiateurs, complètement. C'était spectaculaire, et d'ailleurs, Trump a dit à la fin, ça va faire un bon séquence. Il a dit exactement ça va faire un bon moment de télé et tout. Il a produit des combats de catch. Il était dans son domaine. On a vu aussi Poutine qui venait en uniforme quand il est venu sur le front. Il vient en uniforme, il vient en combattant. Zelensky. Non, Poutine. Alors, Zelensky toujours. Après, il a changé. Oui, mais Zelensky est toujours en gladiateur, lui, ça. Il change pas. Poutine, qui ne quitte jamais, normalement, qui fait jamais tomber le costume, eh bien, on l'a vu venir, quand il est venu à Koursk, juste avant que la poche ne soit reprise, il est venu quand même en uniforme. On l'avait jamais vu comme ça. Donc voilà, il est prêt à en découdre. Pourquoi ? Parce que le temps des systèmes avant ne fonctionne plus. On le voit bien. Et d'ailleurs, malheureusement, les dirigeants européens qui raisonnent encore dans les vieilles catégories ne sont pas du tout opérants. Finalement, tout ce qu'ils proposent, ils peuvent proposer ce qu'ils veulent. Mais tant qu'il n'y a pas le veto ou le go de Trump, tout ça reste lettre morte. Pourquoi ? Parce que justement, maintenant, tout ce qui marche, c'est en fait, tout ce qui est un petit peu navigué comme ça à vue, quoi. Et c'est les relations d'homme à homme, comme les gladiateurs, en fait. Donc, on a vu, donc maintenant, c'est Trump-Zelensky, Trump-Poutine, donc ça marche que comme ça. Et donc, on a d'un côté un temps dans l'immédiat, extrêmement rapide, spectaculaire. On a à peine le temps de comprendre ce qui se passe en général, surtout avec Trump et ses déclarations fracassantes, et Poutine qui est tout à fait dans le même registre. Et il répond du tac au tac, donc il y a pas de ils fonctionnent très bien comme ça en tandem. Et d'autre part, il y a un temps très long
Alors là, pour le coup, qui est vraiment et qu'on a du mal aussi à percevoir parce qu'on est aussi un petit peu dans le continu des décisions institutionnelles, etc. Donc on se met dans ce continuum, alors que non, à mon avis, c'est plus pertinent d'envisager les choses sur le temps long. Alors il y a un historien russe qui s'appelle Foursov qui parle d'une guerre de 30 ans. Et je pense que c'est très pertinent, donc ce serait à peu près... en fait, l'échelle, c'est 2014-2044. Pourquoi ? Alors, premièrement, parce que déjà, tous les gros blocs, donc si on prend les futurs dominants du monde, donc à savoir les États-Unis, la Chine et la Russie, ceux qui prétendent à l'hégémonie. Donc, on sait que la Chine s'est fixée 2049 pour être l'hégémonie mondiale. L'OTAN, de son côté, effectivement, est extrêmement virulent et on sait qu'il y a une base, notamment en Roumanie, qui va accueillir à peu près 140 000 militaires, qui sera postée donc vraiment sur les marges de la Russie, et son ouverture, c'est prévu 2040, comme par hasard. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un horizon de 30 ans. Et dernier indice aussi qui peut laisser envisager ce genre de catégorie, c'est Poutine qui, à Valdai, à l'automne 2024, aurait dit les 20 prochaines années seront plus dures pour la Russie que les 20 dernières. Donc lui aussi, si on 2024 plus 24, on se retrouve 2044. Donc il y a vraiment cette logique du temps long que n'ont absolument pas, alors vraiment pas, donc les on a le dirigeants sentiment européens. en fait que le basculement du monde est en cours, Oui. mais ce que vous nous dites, c'est que le basculement prendra encore 20 ans. Oui, clairement, oui. Comme on a eu, quand on a eu le congrès de Versailles et qui a basculé à peu près en 45, vous voyez, donc on est 1919, 1945, ça a pris 25 ans, donc on est sur ce genre de catégorie, tout à fait. Donc c'est la même chose qui se passe. Donc en fait, la façon dont je vois les choses, c'est que vous avez les trois grands. Donc États-Unis, Chine, Russie, qui se positionnent en termes sur le temps long. Donc eux, ils voient déjà l'horizon 2040. C'est ça 2040, la décennie 2040. Et leur but, c'est d'atteindre une masse critique le plus vite possible, de gagner du temps. Donc c'est pour ça que c'est pour revenir à la question, ces négociations vont prendre du temps. Clairement, ça va prendre un certain temps. Et de toute façon, le but n'est pas qu'elles aboutissent. C'est ça, parce que nous, on a envie, c'est comme un peu un film, on a envie de voir à la fin. Mais le but, c'est pas qu'elles aboutissent, c'est juste qu'elles se tiennent. Voilà. Et que pendant ce temps-là, les processus sur le temps long des différents acteurs puissent se poursuivre. Un processus sur le temps long, ce sera le mot de la fin. Raphaël Leclerc, merci infiniment d'avoir répondu présente à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez coécrit avec le colonel Pierre de Malongue Poutine, Lord of War, aux éditions Mareuil. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.